Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Cécile et Sybille. L'expression « OK boomer » est devenue à la mode en 2019 lorsqu'une jeune députée néo-zélandaise l'a utilisée pour faire taire un député plus âgé qui essayait de l'interrompre alors qu'elle parlait de l'urgence climatique. Depuis, les tentatives de traduction vers le français se sont multipliées. Certains disent « plaît-il, fossile ?» D'autres « d'accord, dinosaure », tandis que les moins polis s'exclament « ta gueule, la gueule ». C'est en tout cas ce que m'a expliqué Wikipédia, puisqu'au quotidien, on entend plutôt la version anglaise, donc tout simplement « OK boomer ». Les plus jeunes, eux, se font traiter de millennials ou se voient attribuer une lettre, génération X, Y ou Z, et comme on a fini l'alphabet, on recommence au début. Les enfants qui sont nés à partir de 2010 appartiennent à la génération alpha. Selon cette théorie des générations, l'année de naissance déterminerait largement le comportement, les valeurs et la psychologie des individus. Pourtant, on peut croiser des personnes âgées passionnées de technologie ou engagées en faveur du climat, comme on peut trouver des jeunes aux valeurs très traditionnelles. Alors, les préjugés sur les baby-boomers ou sur les jeunes qui ont grandi dans les années 1990 sont-ils justifiés ? Les générations existent-elles vraiment ? C'est la question du jour dans French Baratin. Alors, on va commencer comme d'habitude par un petit quiz et on va rebondir tout de suite sur cet événement autour de la phrase « OK boomer ». En fait, il faut savoir que c'est devenu quelque chose de commercial et donc il y a une étudiante américaine de 18 ans qui, en 2019, a gagné de l'argent en vendant des t-shirts et des sweatshirts avec écrit dessus « OK Boomer ». Et tout en bas, donc il y avait plusieurs lignes avec écrit « OK Boomer » et tout en bas, il y avait écrit « Have a terrible day ». Donc ça veut dire passer une journée horrible. Et donc c'est vraiment pas très sympathique. Mais donc ma question c'est: combien d'argent cette étudiante américaine a gagné en vendant ces t-shirts et ces sweatshirts qui portaient la phrase « OK Boomer ». Mais elle les vendait sur Internet ou Oui. Oui, sur Internet. Elle n'est pas allée sur le marché du coin avec des petits t-shirts faits à la main. Si tu nous poses la question, c'est que ça doit être beaucoup. Ouais. Je sais pas, 50 000 euros. Moi, j'aurais dit plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah oui. Alors quand même pas autant finalement. Les propos haineux envers les boomers ne rapportent que 25 000 $. Mais bon, ça peut payer des études finalement. Oui, clairement. Une année d'études aux États-Unis, c'est pas mal. Ouais, j'avoue, c'est à peu près ça. D'accord, mais pourquoi « have a terrible day » ? C'était vraiment juste méchant ? Oui, c'était censé être une blague, je pense. Ok. C'est pas sympa. Ou alors... Non, c'est pas très sympa. sympa. Non, on commence mal. Ouais, c'est ça. Et donc, on va maintenant parler de où tout ça commence, justement. Donc, à l'origine, en fait, de cette théorie des générations, il y a plusieurs auteurs, mais il y a deux auteurs américains en particulier qui s'appellent Neil Ho et William Strauss, qui ont publié en 1991 un livre dans lequel ils sont plus ou moins les premiers à avoir une théorie complète, un peu systématique sur l'existence de générations qui durent environ 20 ans chacune. Mais je me suis un petit peu arraché les cheveux pour essayer de comprendre de quelle date à quelle date allait chaque génération, puisque eux-mêmes ont un petit peu fait évoluer leur théorie et que plein de personnes sont intervenues pour dire « non, c'est pas exactement ces dates, etc. » Donc je ne vais pas vous poser des questions sur exactement les dates de naissance des gens qui appartiennent aux différentes générations, mais je vais plutôt vous demander d'où viennent les noms qu'on a donnés à ces générations, sachant que ce ne sont pas ces deux auteurs américains qui ont inventé les X et Y, ils ont inventé millennials par contre. Donc, je vais vous demander ce que signifie le X, qui a en fait été inventé pour désigner cette génération qui est née entre les années à peu près 60 et 80 et qui a été donc inventée avant ce livre sur les générations. Pourquoi est-ce que cette génération a été appelée X ? Raphaël, est-ce que tu as une idée ? Pas du tout. À quoi ça vous fait penser, X ?
Bonne question. On donne un peu notre langue au chat. Alors justement, ça devrait vous mettre sur la piste. C'est l'idée qu'il y a quelque chose d'intriguant. On comprend pas, non? Exactement. Une inconnue. Ah oui, exactement, Raphaël. Ah, une inconnue. Une inconnue en maths. Ouais. Pourtant, je suis moins matheux ici, je pense. Ouais. Oh, mais j'ai oublié ça. Ça m'est revenu d'un coup comme c'est ça. une inconnue, d'accord. C'est ça, en fait. Le X vient des mathématiques et donc la génération X était considérée comme trop différente, trop inconnue et donc à découvrir. Donc c'était un hasard le fait que ça soit une lettre. Oui, c'était pour l'inconnu. Et du coup, c'est ça qui a permis de continuer, ouais. Ok. Voilà. Ouais. Et du coup, on va continuer justement. Quand et comment apparaît la génération Y? Donc le terme Y, justement. Ah, la génération du Y. Du pourquoi? Ouais, du pourquoi. Moi, je connaissais cette théorie-là et aussi l'idée que ça ressemble aux écouteurs, aux casques, enfin aux premiers casques audio qu'on branchait sur les Walkman de l'époque. Et après, ça suit le X, quoi. Oui, ça suit le X. Effectivement, il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées, toutes celles que vous avez dit, en fait, l'idée du why, donc du pourquoi, la forme des écouteurs que les jeunes auraient dans leurs oreilles et qui formeraient un Y, et la suite logique de X, qui maintenant sont utilisées pour expliquer pourquoi on parle de Y, parce qu'en fait, ça n'a jamais été dit la première fois que la génération Y a été désignée. Et ça, vous ne pouviez pas le savoir, sauf si vous l'aviez vu quelque part, mais c'est assez intéressant. La première fois qu'on a parlé de la génération Y, donc cette fois pour désigner ceux qui sont nés très approximativement entre 1980 et 2000, c'était dans un éditorial d'un magazine de marketing qui s'appelle Advertising Age. Et donc en 1993, Advertising Age, justement... écrit à propos de cette nouvelle génération Y qui n'a alors que 13 ans en fait, mais dont on imagine un petit peu l'évolution et qui serait, encore une fois, en opposition totale avec la génération précédente, les X. Les X seraient des cyniques complètement désabusés et donc à qui il est difficile de vendre des choses, alors que les Y seraient des nouveaux consommateurs assez responsables, qui aimeraient les marques transparentes et éthiques, mais à qui on pourrait vendre des choses. Voilà, et donc une nouvelle cible marketing à comprendre. Ok. Eh bien, merci pour vos réponses. De rien. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, juste pour terminer, dernière question qui n'est pas une question à laquelle vous pourriez vous tromper. À quelle génération appartenez-vous? Génération Y. Ouais, exactement. Eh bien, moi aussi. Voilà, on est tous de la génération Y. Tout à fait. À différents étages, peut-être. Exactement. Il y en a qui sont plus vers le début de la génération Y et d'autres plus au milieu. Au milieu. C'est ça. Tout à fait. Alors, maintenant qu'on a un petit peu ouvert le sujet avec ces quelques questions, je vais vous demander de me parler de vos expériences. Est-ce que vous avez l'impression justement d'appartenir à une génération spécifique, donc la génération Y peut-être, et est-ce que le fait de faire partie d'une génération plutôt que d'une autre a un impact sur vos vies? Cécile? Alors moi, oui, j'ai l'impression de faire partie d'une génération. Pour préparer ce podcast, il a quand même fallu que je revérifie ma génération en termes de lettres. mais par contre, oui, je me sens vraiment faire partie de cette génération Y. Alors, je ne sais pas si toutes les générations se disent ça, mais j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu au milieu d'une transition. Parce qu'on a été la génération qui est née sans téléphone portable et sans réseaux sociaux, mais on les a vus arriver au fil de notre jeunesse, au début de vie d'adulte. Je sais que le téléphone portable est arrivé pendant le collège et les réseaux sociaux en terminale, juste avant l'université. Et du coup, on a vraiment eu cette balance entre les deux, même au niveau du climat. On a tout de suite été très sensibilisés au climat. Alors au début, c'était par tout ce qui était le tri, avec l'opération Nettoyons la nature à l'école, par exemple, où on allait ramasser des déchets
dans la ville. Et plus on a grandi, plus c'est devenu vraiment le sujet qu'on connaît aujourd'hui, avec énormément de mesures bien plus ambitieuses que ça ne l'était à l'époque. Et puis aussi au niveau de la vision du travail, où quand on était encore petit, il y avait cette notion un peu de métier unique, et de voie un petit peu toute tracée, alors que quand on est devenu jeune adulte, il y a eu toute cette vague de reconversion, de recherche de sens, et où on réalise que finalement, on peut faire plein de métiers. Donc j'ai vraiment cette impression entre les deux, et même au niveau de la place de la femme, même au niveau de la sexualité, où il y avait beaucoup de choses qui étaient très stéréotypées ou tabous. Et aujourd'hui, on a l'impression vraiment ça pop un peu dans tous les sens. La parole est vachement libérée. Et du coup, on voit un peu tout ça arriver, et je trouve ça d'ailleurs hyper intéressant. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression d'être dans cette transition-là, et donc d'être spectatrice de ça, mais aussi effectivement que ça a un impact sur ma vie, puisque de fait, je pense qu'on passe plus de temps avec des personnes de notre génération, et que d'une certaine manière, il y a comme un effet d'entraînement, puisque on va s'influencer les uns les autres avec nos pensées. Enfin, une personne va peut-être avoir une crise de sens vis-à-vis de son métier, va faire une reconversion, ça va potentiellement donner envie à quelqu'un d'autre parce qu'il voit que c'est possible, enfin des choses comme ça. Je pense que forcément, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça a un vrai impact dans ma vie. Voilà. Merci Cécile. Et toi, Raphaël ? Moi je trouve ça c'est intéressant, parce que du coup, le fait aussi que j'intervienne maintenant juste après Cécile, j'ai envie de rebondir sur le fait que justement il y a un petit décalage là. Toi, t'es un petit peu plus au milieu, on va dire, de la génération Y. Moi je suis plutôt un peu plus vers le début. Pour moi, les premiers téléphones portables et l'internet, c'était vers la fin de l'adolescence. Les réseaux sociaux, c'était au cours de mes études. Et donc là, il y a ces petits décalages qui font qu'il y a des petites différences, je pense, peut-être un peu de perception, d'influence, quoi. Et puis après, de manière générale, oui, j'ai quand même l'impression aussi, en partie, de faire partie de cette génération, de cette catégorie, on va dire, parce que il y aurait des éléments qui m'ont influencé, quoi, et qui nous ont influencé, peut-être un peu collectivement, quoi, comme justement tu disais, l'informatique et tout ça, mais je pense aussi un peu la fin de la guerre froide, et l'idée que à partir des années 90, on avait un peu cette impression que ça y est, la démocratie elle est gagnée partout dans le monde, qu'on arrivait dans une espèce de monde idéalisé, quoi, ou qui pourrait être idéal, alors que c'est clairement pas vérifié. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a particulièrement marqué aussi, ce sont les attentats du 11 septembre et la guerre en Irak, qui sont arrivés là vraiment au moment de la fin de mon adolescence et au cours de mes études, où vraiment il y a eu une rupture entre justement cette idée un peu de ça y est, c'est la fin de la guerre froide, et puis tout d'un coup, il y a quand même un retour de la guerre, quoi, et voilà. Et toi, Sybille ? Et moi, alors j'ai aussi l'impression, comme tu dis Cécile, d'être sensible au même sujet que beaucoup de personnes de ma génération, donc les millennials, etc. Et donc des sujets comme l'écologie notamment. Mais je me dis aussi que c'est peut-être lié au fait de fréquenter des personnes qui me ressemblent par ailleurs, et pas seulement par ma génération, puisque je vois aussi... dans un contexte autre qu'amical, justement, peut-être au travail, par exemple, des personnes de mon âge qui ne partagent pas mes préoccupations. Et donc, je dirais que c'est pas forcément la génération qui me semble être ce qu'il y a de plus structurant dans ma vie. Moi, j'ai plutôt l'impression de passer d'un âge à un autre, en fait, et de voir ma vie évoluer en fonction de ça. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être jeune, évidemment, dans un premier temps. Et puis là, parfois, j'ai l'impression d'être un peu moins jeune quand je me rends compte que des personnes qui ont 10 ans de moins que moi ont là aussi d'autres préoccupations, d'autres manières de parler, etc. Mais je me dis pas forcément que c'est parce qu'on n'est pas de la même génération, mais parce que j'ai atteint un âge où j'ai une expérience différente.
En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Mais c'est vrai que parfois, je me fais traiter de boomer par ma petite sœur parce que je me trompe de smiley. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des effets générationnels comme ça où on maîtrise plus ou moins bien certaines technologies. Et aussi parce que je mets systématiquement des points à la fin de mes phrases, ce qui peut être considéré apparemment comme assez sec comme manière de discuter par écrit lorsque l'on fait partie des plus jeunes, des Y ou bien de la génération Z. Mais en même temps, en parallèle, c'est plutôt mon père dans ma famille qui est sur TikTok. Donc là, c'est moi qui ne maîtrise pas le réseau social de jeunes que quelqu'un de plus âgé que moi pourtant utilise. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est ce que tu dis justement par rapport aux emojis, etc., d'utiliser les mauvais, ça me fait penser à un sketch que j'ai entendu où l'humoriste parlait justement de la génération Z qui se moque de la génération Y dans l'utilisation de TikTok, justement, où apparemment les utilisateurs de TikTok, quand ils font une vidéo, ils lancent la vidéo et puis ils font une petite pause pour vérifier que ça enregistre bien avant de commencer à parler, alors que les générations Z, ils commencent à parler direct, quoi. Et donc apparemment, les générations Z maintenant font des vidéos où ils font exprès une petite pause comme ça avant de commencer à parler pour se moquer, voilà. Donc, se moquer des vieux Y. Des vieux Y, voilà, on est déjà un petit peu en train d'être ringardisés. Et je voulais quand même juste revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, Cécile, par rapport à l'écologie. Moi, c'est un sujet, du coup, je pense que là, peut-être, il y a aussi un léger décalage. C'est un sujet qui est venu plus tard, qui est devenu, commencé à être réellement plus présent dans les représentations, dans les médias, etc., à partir des années 2010, quoi, par là, ou peut-être un peu avant. Et donc, un sujet qui est arrivé quand j'étais déjà plutôt adulte. Et donc, c'est un sujet qui est important pour moi, mais avec lequel j'ai peut-être moins grandi et qui est peut-être moins un réflexe en termes de pensée et d'habitude prise. Et je pense que c'est encore plus vrai avec la génération Z, pour qui c'est peut-être plus un sujet prédominant, quoi. Mais là aussi, il y a des contre-exemples. Je veux dire, il y a... Non, mais c'est intéressant parce que c'est pour ça aussi peut-être que je parlais de transition, c'est que même si je suis un peu plus jeune, pour autant les changements se sont faits effectivement, souvent fin de l'adolescence, début vie adulte ou encore un tout petit peu plus après. Du coup, c'est intéressant parce que quand tu parlais de la guerre froide, moi pour le coup, c'était pas En fait, quand j'étais enfant, j'en ai pas entendu parler parce que c'était déjà établi finalement la guerre froide puisque je suis née après. Et finalement, moi, effectivement, un événement qui m'a énormément marqué, c'est le 11 septembre. Et du coup, pour le coup, c'est comme si on vivait dans un monde qui allait bien, en tout cas qui disait qu'il allait bien. Et tout à coup, il y a eu ce choc qui après a été le début aussi de beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est intéressant que, appartenant à la même génération, finalement, nos années de naissance jouent quand même beaucoup dans la perception qu'on en a. Moi, j'en ai vécu que la toute fin, mais j'étais enfant, mais je l'ai connu, quoi, et j'ai des souvenirs, des éléments de souvenirs de ça qui sont des souvenirs d'un peu d'enfance, mais voilà, il y avait quelque chose. Eh bien, merci pour vos expériences qui font une parfaite transition avec le débat. Alors, le sujet du jour, c'est donc de savoir si les générations existent vraiment. Donc, on a déjà commencé à donner quelques éléments, mais on peut peut-être commencer à réfléchir à ce qui formerait vraiment une génération. Donc, d'après vous, quelles sont les différences de parcours historique, donc d'expériences qu'on fait en fonction de la date à laquelle on est, qui pourraient avoir un impact sur notre vie, sur notre trajectoire de vie et donc peut-être sur nos comportements? Je pense que Raphaël l'a abordé avec la guerre froide, mais tout ce qui est guerre, potentiellement, c'est en plus en fonction, entre guillemets, du temps que ça dure, ça peut vraiment impacter une génération sur un temps, du coup, entre guillemets, suffisamment long pour que ça marque presque toute une génération, finalement. Oui, c'est tout un contexte culturel et sociologique, politique aussi, des éléments comme ça qui sont vécus par les gens d'un même groupe d'âge, plus ou moins en même temps, et qui va les influencer.
J'entendais que justement la guerre de 14-18 avait été un événement extrêmement marquant et qu'il y avait eu cette génération vraiment d'hommes finalement entre... je ne sais pas à partir de quel âge on pouvait partir en guerre, mais c'était ni les enfants ni les personnes plus âgées, c'était vraiment les hommes. Ouais, 17-18 ans jusqu'à c'est ça. Peut-être 25 ans, puis 30 ans. Oui, ouais. Et du coup, toute cette génération avait été marquée, chez les femmes de la même façon d'ailleurs, puisqu'elles avaient dû se mettre à travailler. Et à l'inverse, j'ai entendu que des personnes disaient par exemple que mai 68, qui là n'est pas une guerre, hein, mais un événement très important historiquement, mais qui du coup, comme elle avait touché toutes les générations et pas de la même façon, on ne pouvait pas forcément le mentionner comme un événement qui puisse forger une génération. J'ai trouvé ça intéressant de voir les différences, justement. Oui, mai 68, c'est un peu un cas typique de ce qu'on met souvent en avant pour dire qu'il y a une génération, les 68ards, qui sont donc ceux en France qui ont participé à un mouvement de grève et de blocage des universités à partir de mai 68 pour un grand nombre de revendications, mais notamment... des revendications liées à la liberté sexuelle, mais aussi à l'indépendance, à une plus forte autonomie des jeunes, mais aussi des préoccupations sociales. Donc voilà, des revendications assez variées. Et bien souvent, donc on dit qu'il y a cette génération des 68ards qui correspondent à peu près aux baby boomers et qui seraient tous... Baba cool. Comment Baba cool, voilà, épris de liberté et pas très responsable. Et en fait... c'est vrai qu'on ne peut pas tout à fait dire que c'est toute une génération, puisque l'archétype qu'on a de ces 68ards, ce sont des étudiants. Et j'ai vu qu'en fait, il n'y avait que, à l'époque, 15% de bacheliers en France. Donc, c'est-à-dire seulement 15% des personnes avaient leur bac et encore moins faisaient des études supérieures. Donc, c'est certainement pas toute... la génération de ceux qui avaient entre 18 et 25 ans en mai 68 qui peuvent rentrer dans ce cliché, et tous les étudiants n'ont pas fait partie des manifestations. Et par contre, il y a des ouvriers qui ont manifesté, mais avec des revendications parfois différentes de celles des étudiants. Donc c'est vrai que là, c'est un bon exemple d'une génération qui n'en est peut-être pas une. Et d'un événement qui traverse toutes les générations en même temps et qui les marque toutes de manière un petit peu différente, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'avais vraiment l'impression, quand j'ai commencé à préparer le podcast, je me sentais vraiment faire partie d'une génération. Et quand j'ai commencé à écouter des podcasts sur le sujet, je me suis dit, en tout cas, les quelques podcasts que j'ai écoutés, ils étaient tous à dire que ça n'existait pas vraiment, les générations. Et je me suis dit, mince, on va pas remettre en cause tout ce à quoi je crois, tout ce en quoi je crois. Et du coup, ça m'a interrogée quand même, parce que justement, il parlait de est-ce que c'est pas plutôt l'âge effectivement qui fait que on se sent comme on est plutôt que la génération. C'est assez intéressant de le voir peut-être là justement avec Raph, puisqu'on a, je crois qu'on a 8 ans, 7 ans entre nous. 7 ans. Et du coup, de voir que finalement, peut-être il y a aussi ça qui fait les étapes de la vie. Enfin, c'est intéressant de... Oui, et puis mais l'attitude qu'on adopte vis-à-vis de nos expériences de vie, il y a des gens qui restent, qui sont ouverts d'esprit et qui le restent et qui sont prêts à changer leur jugement, d'autres qui ne le sont pas du tout et qui s'ouvrent ou inversement. Et ça va énormément influencer leur perception de la société dans laquelle ils vivent, quoi. Et donc finalement, on peut avoir... J'ai écouté tout à l'heure un podcast qui s'appelait quelque chose du genre est-ce qu'on est tous voués à devenir des vieux cons, ou un truc comme ça. Et c'était vraiment l'idée qu'on peut aussi être un jeune con, quoi, et que on n'est pas protégé. Voilà, et que finalement c'est aussi une question d'attitude, quoi, et de prêt à se remettre en question. Mais au-delà de la psychologie et des attitudes individuelles, il y a aussi les réalités
sociale et économique. Et il y a des fortes inégalités au sein d'une génération. Mais pour aller quand même un peu dans ton sens, Cécile, et que tu ne sois pas trop déçue que les générations n'existent pas, il y a quelques indicateurs qui montrent qu'il y a bien des inégalités entre les générations, puisque les conditions économiques dans lesquelles on grandit et surtout les conditions économiques dans lesquelles on commence à travailler ne sont pas les mêmes en fonction de quand on est né. Et donc, il y a un sociologue qui s'appelle Camille Penny qui a beaucoup travaillé sur les générations. Et là, il a écrit un article en 2020 justement pour évaluer s'il y avait des générations ou pas et quel était leur effet. Et il dit quand même qu'en fait, il y a vraiment eu des différences entre certaines cohortes, donc entre certaines générations. En gros, les premiers baby-boomers, ceux qui sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu un accès plus facile aux meilleurs emplois, en fait. Ils ont eu plus facilement des postes de cadre et donc ils ont été plus vite mieux payés. Et ceux qui sont nés à partir surtout du début des années 1960, déjà, ils ont eu des conditions d'entrée sur le marché du travail beaucoup plus difficiles. Et donc, ils ont un écart de salaire à âge égal, compétences égales, etc., avec la génération des premiers baby-boomers. Donc voilà, il y a bien des chiffres qui montrent que pour certaines générations, entre certaines générations, effectivement, il y a des inégalités vraiment liées à quand est-ce qu'on est né, quoi. Et donc le contexte dans lequel on a pu évoluer. Bah, je me demande aussi finalement si est-ce que parce qu'un événement qui nous a marqué récemment, c'est le Covid et notamment le confinement. Est-ce que le fait que c'est traversé là toutes les générations, est-ce qu'on peut aussi, appeler ça la génération Covid, Là, je crois que la génération Z est aussi en partie qualifiée de génération Covid justement parce que donc ce serait la génération née à partir des années 2000. 1000. Ouais, 2000, ouais. Et qui donc ont terminé leur adolescence, commencent leurs études au moment du Covid. On est particulièrement influencé par son contexte pendant son enfance et son adolescence. Après ça, on s'est plus ou moins forgé une identité et on réagit, on s'adapte plus ou moins bien aux changements de situation, mais on reste globalement le même. Ce qui est particulièrement difficile, c'est des événements un peu durs comme ça au moment de l'adolescence. Et c'est vrai que je pense que sûrement le Covid a été... et les confinements en particulier ont été très difficiles pour les écoliers. Oui, c'est vraiment un bon exemple, effectivement, de quelque chose qui touche tout le monde, mais pas au même âge. Et donc, ça peut avoir un effet de génération. Moi, j'ai surtout entendu des amis enseignants parler de génération Covid pour les élèves qui n'avaient pas pu bien apprendre certaines choses. Mais là aussi, ça montre bien qu'il n'y a pas que cette variable-là de la génération qui joue, parce que l'effet de faire partie de cette génération Covid était très différent selon que les enfants aient pu être aidés par leurs parents ou pas. Et donc, il y a ceux qui n'avaient pas du tout progressé dans les apprentissages parce qu'il n'y avait pas forcément d'ordinateur pour suivre les cours ou les parents n'avaient pas les compétences pour accompagner leur enfant. Et à l'inverse, il y a les enfants qui avaient très bien progressé parce qu'ils avaient eu tout le matériel nécessaire et toute l'aide nécessaire. Ouais, moi, je pensais aussi à l'impact psychologique et peut-être aux différences de réaction psychologique entre les différentes générations, quoi, où du coup, les enfants, les étudiants qui se retrouvent soudainement confinés chez eux n'ont plus la même socialisation non plus. Ils voient plus leurs amis, ou c'est plus compliqué de sortir, etc. Les plus âgés ont peut-être un peu moins souffert de ça parce que ils avaient peut-être aussi plus la capacité de se projeter dans un avenir où peut-être cette situation allait rechanger et s'arrêter, alors que peut-être pour une génération plus jeune, ça paraissait peut-être un peu plus impactant et un peu entre guillemets catastrophique, quoi. Ouais. Oui, puis parce que même pour les générations plus âgées, du coup, alors pour ceux qui vivent à plusieurs, que ça soit en coloc ou en couple, ou on n'est pas resté seul pendant le confinement, alors que les enfants ou les jeunes adultes qui étaient en études,
soit ils pouvaient vivre en studio, par exemple, où ils se sont retrouvés tout à coup tout seuls. Mais même chez leurs parents, ils ne vivaient pas avec des gens du même âge. Donc finalement, ils n'avaient pas forcément accès à leurs amis. C'est ça, ouais. Mais c'est là que c'est intéressant aussi de dire qu'il peut y avoir une aide entre générations et qu'il n'y a pas forcément un conflit des générations, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui racontaient qu'ils étaient contents de rentrer chez eux, de passer du temps en famille, du temps de bonne qualité comme ils n'avaient pas forcément pu le faire avant, et c'est pas le cas de tout le monde. Mais j'avais vu un chiffre intéressant qui remettait en question l'idée d'un conflit intergénérationnel, en tout cas. C'est qu'il y a une étude dans laquelle on a demandé à des jeunes Français quelle était la personne qu'ils admiraient le plus, et 81% ont parlé de leur papa ou de leur maman, alors que seulement 15% ont cité un ami. Ils sont pas très bons, les amis. Les potes, bon, d'accord. Mais je comprends pas cette idée de conflit intergénérationnel. Enfin, je comprends qu'on en parle parce que finalement, on ne cesse de nous opposer, justement avec la crise climatique et notamment ça. Mais je comprends pas très bien parce que on n'a pas vécu les mêmes événements, et justement la naïveté de certains est compensée par l'expérience des plus anciens. Ça va être très bisounours ce que je veux dire, mais on souhaite tous être bien. Et c'est vrai que c'est difficile d'en vouloir aux boomers, justement, sur la crise climatique, parce que, ils n'ont pas eu ils étaient pendant les 30 Glorieuses, forcément il y a eu cette idée de croissance, et du coup on leur demande d'arrêter tout ce à quoi ils ont eu droit jusqu'à maintenant. Oui, et puis personne ne leur a jamais dit que leur comportement, que ce niveau-là de consommation, ce niveau-là de pollution était problématique et allait impacter le climat, le climat et la planète. Mais je pense que cette idée de conflit intergénérationnel, elle vient aussi d'autres clichés sur les générations qui sont plus, par exemple, l'idée de dire justement que les plus âgés, les baby-boomers, seraient inflexibles, incapables de changer, et à l'inverse que les plus jeunes aimeraient tellement le changement que finalement ils ne veulent pas d'un emploi stable. Voilà, des choses, des clichés comme ça qui peuvent nourrir un peu un ressentiment et une incompréhension entre les générations, et qui peuvent nuire aux plus jeunes comme aux plus âgés, je pense. Mais là, par exemple, cette histoire de stabilité, j'ai entendu dans un podcast que j'ai écouté que là aussi, ce cliché sur la génération Y et Z, peut-être aussi, que la stabilité de l'emploi, ça nous intéressait moins, quoi, et que ce qu'on voulait, c'était plus important pour nous, c'était trouver du sens dans son travail, etc. Qu'on était moins carriériste, peut-être, et que ça se vérifiait pas, en fait, et que la majorité des gens de notre génération cherchent aussi une stabilité dans l'emploi, et une stabilité familiale aussi, d'ailleurs, parce que en partie d'ailleurs, beaucoup aussi de gens de notre génération, leurs parents ont divorcé, donc pour eux aussi, apparemment, il y a un retour aussi de la valeur de la famille, quoi, et de l'importance de la famille. Ouais. Mais donc si ces clichés sont faux, finalement, ils peuvent faire du mal alors qu'ils n'ont pas de fondement, parce que moi je lisais, par exemple, l'idée que cette idée que les jeunes d'aujourd'hui veulent plus d'indépendance, plus de liberté, ça conduirait les entreprises à leur offrir moins de garanties, à leur offrir moins de CDI, par exemple. Le CDI en France, c'est le contrat à durée indéterminée, c'est celui qui permet de rester dans une entreprise sur le très long terme. Et il y a des responsables des ressources humaines qui pourraient décider de ne pas embaucher des trop jeunes de peur qu'ils ne restent pas, ou de ne pas leur proposer une formation, par exemple. Et puis, il y a aussi tout un ensemble de critiques qui portent sur la jeunesse, qui ont été dénoncées par une journaliste qui s'appelle Salomé Saké, qui a écrit un livre à l'âge de 27 ans, donc elle faisait justement partie des plus jeunes. Et son livre s'appelle « Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse ». Et dans ce livre, elle explique que à la fois, on a un regard, la société a parfois un regard très négatif sur la jeunesse, qui serait paresseuse, individualiste, un peu narcissique. Et en même temps, la société attend beaucoup
de cette jeunesse à qui on demande de sauver le monde en quelque sorte, parce que si elle n'est pas contente, c'est à elle de faire bouger les choses plutôt qu'à ceux qui sont déjà au pouvoir. Voilà, et j'avais écouté un podcast en fait avec cette journaliste et ça m'avait vraiment moi-même ouvert l'esprit en quelque sorte sur toutes les attentes et les critiques qui peuvent peser sur les personnes encore plus jeunes que moi. Elle disait notamment sur les influenceurs qu'on leur reprochait de ne pas assez s'engager, mais le jour où ils s'engageaient, par exemple, contre la réforme des retraites qui a eu lieu en France assez récemment, là, tout le monde les critiquait parce que c'est pas la bonne manière d'en parler, c'est pas à eux d'en parler, ces influenceurs, ils n'ont rien à dire sur le sujet. Enfin voilà, on peut être très très dur avec les jeunes à cause des clichés qu'on avait sur eux, justement. D'ailleurs, elle intervenait, cette journaliste, aussi dans cette émission, dans ce podcast que j'ai écouté sur Est-ce qu'on devient fatalement un vieux con, où justement elle disait que même Amnesty International a fait une campagne de défense, entre guillemets, de la jeunesse, justement pour défendre les jeunes, parce que souvent, ils se font justement rabattre un peu le caquet, comme on dit, pour dire, voilà, non, t'es jeune, t'es naïf, tais-toi, tu n'y connais rien, et on se fait traiter d'idéaliste, de bisounours, alors que simplement, il y a peut-être une aspiration à un monde meilleur, mais c'est peut-être pas tellement une question de génération, parce que de tout temps, on a un peu pointé du doigt la jeunesse. Hésiode, qui était un philosophe, je crois, grec, du 8e siècle avant Jésus-Christ, déjà avait dit « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. » Les jeunes sont toujours une catastrophe, quoi. Mais est-ce que l'inverse est vrai, par contre ? Sur les vieux ? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup aussi sur les plus âgés, les boomers. Est-ce qu'il y avait justement il y a toujours eu cette remise en cause des vieux cons, en gros ? Ou est-ce que c'était juste vers les jeunes qu'on aimait bien taper ? Enfin, moi, ce que j'avais lu, c'est que la vieillesse est devenue un âge à part entière au 19e siècle, quand il y a eu de plus en plus de personnes âgées. Bien évidemment. Avec une composante positive aussi. Je crois que c'est Victor Hugo qui a écrit un texte qui s'appelle « L'âge d'être grand-père », en valorisant justement ce que pouvaient apporter les personnes plus âgées, ce qui suppose que jusque-là, on ne les valorisait pas tellement, qu'elles étaient vues comme un poids pour les familles, peut-être. Ouais, oui, parce que, aussi déjà, j'imagine qu'il y avait... Aujourd'hui, on a très facilement 3 générations qui se côtoient. Les grands-parents, les parents et les petits-enfants, potentiellement même les arrière-petits-enfants, ce qui devait arriver beaucoup moins à l'époque, autrefois. Autant des dinosaures. Oui. Et en même temps, j'ai l'impression, je suis pas très bonne en histoire, mais j'ai l'impression que justement dans le passé, assez récemment même, pour des questions de non-mobilité comme aujourd'hui, les familles vivaient beaucoup plus ensemble et que du coup les jeunes côtoyaient beaucoup plus leurs grands-parents, alors qu'aujourd'hui on est un peu tous éclatés géographiquement et que du coup on a beaucoup moins de liens avec d'autres générations. C'est peut-être de là que vient cette... pseudo-incompréhension entre les générations et le besoin d'en faire quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Et il y a un auteur qui a écrit un livre sur les générations en 2019 qui s'appelle Vincent Coquebert et son livre c'est Millennial Burnout XYZ, comment l'arnaque des générations consume la jeunesse. Donc lui, il est très contre. Il explique dans tout son livre que ça n'existe pas vraiment les générations. Mais ce que je voulais dire, c'est que cet auteur, en fait, il parlait de quelque chose que je ne connaissais pas du tout et qui m'a un peu choquée, c'est le consulting générationnel. Et donc, il expliquait qu'en 2016, les entreprises américaines ont dépensé entre 60 et 70 millions de dollars pour mieux comprendre les jeunes générations à la fois qu'elles employaient et qui étaient leurs clientes. Sauf que très souvent, ce consulting qui était censé venir expliquer les jeunes générations aux entreprises n'était pas du tout sérieux. Il reposait notamment sur des études faites à coup de likes sur Twitter, donc des entreprises qui demandent si vous êtes jeune et que vous pensez que c'est bien d'avoir plusieurs métiers dans sa vie, likez. Et donc, ils ont dit, on a eu beaucoup plus de likes que de gens qui ont dit non. Ça, c'est de la méthodologie.
Donc oui, il dénonçait le peu de sérieux de cette nouvelle expertise qui était en train d'apparaître sur les générations et le fait que c'était vraiment un business en fait. Et du coup, ça repose sur le besoin de faire croire aux entreprises qu'elles ne comprennent pas les jeunes générations pour ensuite leur vendre des clichés finalement sur les générations et les amener à traiter les différentes générations différemment. Moi, ce qui m'interroge quand même, c'est qu'on fasse appel à une agence de conseil, parce qu'en général, quand on fait appel à une agence de conseil, c'est qu'on n'a pas les compétences ou la connaissance, alors que des jeunes, enfin, j'imagine qu'il y en a dans les entreprises, donc pourquoi tu les rassembles pas et tu leur parles, plutôt que de payer des sommes folles pour... ou inversement, si c'est pour comprendre mieux les seniors, mais c'est quand même marrant, cette manière qu'on a de ne plus se parler pour essayer de se comprendre et de faire appel à des experts. Enfin, c'est drôle. J'ai trouvé ça assez révélateur en préparant l'épisode. Les derniers épisodes, à chaque fois, j'ai fait une petite recherche sur YouTube pour voir s'il n'y avait pas des documentaires qui parlaient des différents sujets. Et la plupart du temps, je tombais sur des choses sérieuses, des émissions d'Arte ou de je ne sais quoi. Et là, pour la première fois, je suis tombé que sur des petites vidéos vraiment qui ne faisaient qu'énumérer des clichés de chaînes de youtubeurs complètement random. Enfin, il n'y avait pas du tout de source entre guillemets sérieuse, quoi. Il a fallu que je tape Arte derrière pour trouver un truc qui était fait par Arte, et c'était tout. Donc, je crois que c'est assez révélateur sur le fait que c'est des concepts qui sont peut-être un petit peu limités, on va dire. Oui, puis on parle beaucoup des jeunes. Enfin, les seniors sont aussi hyper impactés par ce conflit des générations, notamment au sein des entreprises, où on les déconsidère complètement, où quand tu commences à passer le cap des 50 ans, on commence à te mettre au placard. Je sais plus, quelqu'un me racontait dans son entreprise qu'on n'allait pas former cette personne parce que elle était trop vieille et que du coup, petit à petit, on allait la mettre au placard. Et donc mettre au placard, pour ceux qui nous écoutent, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on leur enlève toute responsabilité ou toute mission intéressante. Donc c'est comme si on se retrouvait dans un placard, et clairement c'est une stratégie pour pousser les seniors qui coûtent cher souvent puisqu'elles ont de l'expérience et elles sont souvent là depuis un certain temps dans l'entreprise, et donc on les dirige gentiment vers la sortie. Et ça me rend folle de pouvoir mettre quelqu'un au placard. Enfin, c'est une humiliation pour moi totale, et c'est un manque de confiance dans l'être humain, comme si on avait cette capacité à devenir débile du jour au lendemain, alors qu'on demande en plus de travailler de plus en plus longtemps. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, ça a pas de sens, ce truc. Et presque les jeunes, on les trouve casse-pieds, on les trouve hyper exigeants, hyper ambitieux, mais d'une certaine manière, on les trouve vifs de par leur jeunesse, alors que les seniors, on va plus les trouver en fin de vie, quoi. Alors qu'à 50 ans, à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt à la moitié de sa vie, enfin un petit peu moins, mais que vraiment en fin de vie. Et donc, pour conclure, est-ce que finalement, vous pensez que les générations existent et sont importantes comment est-ce qu'on pourrait améliorer les rapports entre les générations ? Raphaël ? Alors moi je dirais qu'elles existent comme une sorte de grande catégorie, comme on aime bien les faire pour se simplifier la vie, mais qu'elles sont pas réellement importantes parce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent, qui jouent de manière beaucoup plus importante, et qu'il y a d'énormes variations au niveau individuel. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça justement qu'on invente une catégorie pareille pour pouvoir plus facilement mettre dans un même panier des gens très différents. Oui. Quant au fait d'améliorer les rapports entre générations, je pense que c'est comme dans
pour tous les rapports entre êtres humains. Tu t'en parlais tout à l'heure, Cécile, à l'intérieur d'une entreprise, il faut se parler, quoi. Il faut discuter, il faut se poser des questions, il faut essayer de se comprendre. Dans le podcast que j'écoutais tout à l'heure, il y avait une auditrice qui intervenait et qui donnait comme exemple le fait que elle était très proche de sa grand-mère, qu'elle aimait bien discuter avec elle, mais qu'effectivement il y avait des choses sur lesquelles ils se comprenaient juste pas, quoi, parfois carrément des mots qu'ils ne comprenaient pas, mais parfois aussi tout simplement des manières de penser peut-être, etc. Mais dans ce cas-là, faut poser des questions, faut essayer de creuser, faut essayer de comprendre, quoi. Et c'est comme tout, si on comprend pas, faut se réinterroger, quoi. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et toi, Cécile ? Alors moi, je pense qu'elles existent, vous l'aurez certainement compris. Je pense qu'elles sont importantes d'une certaine manière parce que c'est comme si ça faisait une sorte de groupe référent parce qu'on a vécu certaines mêmes choses et que du coup, et au même moment, et du coup, peut-être qu'on peut se comprendre un peu comme, alors c'est un sujet polémique, mais un peu comme parfois les femmes peuvent se comprendre entre elles parce que ce sont des femmes et du coup elles ont cette expérience commune. Et donc j'aime bien un peu ce parallèle-là. Et comment améliorer les rapports entre générations, du coup les faire se croiser davantage. Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, les personnes âgées, à part mes grands-mères, j'en rencontre pas tant que ça. Après, un peu moins âgées, il y a la génération de nos parents aussi, mais finalement, on n'est pas tant, on croise pas tant que ça les nouvelles générations, les différentes générations, même les jeunes générations. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'est d'être prof et de revenir du coup avec les enfants, parce que sinon, t'oublies. Enfin, t'oublies et tu réalises que tu n'en es plus un et que les références et ce qu'ils ont vécu, c'est plus du tout les mêmes choses. Et je trouve qu'on se rend compte pas tant que ça dans la société et c'est un petit peu triste et du coup, c'est pas finalement étonnant. On dit que quand on connaît pas, on en a peur et que du coup, si on n'a pas le bon réflexe, il y a une sorte de réflexe de rejet. Donc, c'est créer les circonstances pour se retrouver et découvrir les richesses de chacun. Dans l'un des podcasts aussi, je sais plus qui citait le professeur Dumbledore dans Harry Potter, qui disait que les jeunes ne peuvent pas savoir comment pensent les vieux, mais les vieux se rendent coupables s'ils oublient comment pensent les jeunes. Ah, c'est beau ça, c'est beau. J'aime beaucoup et c'est très vrai. Et toi, Sybille ? Moi, finalement, donc, je pense que les générations existent un petit peu dans le sens où, en fonction de quand on est né, on va pas avoir exactement les mêmes expériences, notamment le fait, comme on disait, de grandir avec certaines technologies, avec une certaine ambiance politique ou idéologique autour de soi. Mais je pense que c'est moins important que plein d'autres facteurs et qu'il ne faut pas exagérer en quelque sorte et qu'il ne faut pas en tout cas en faire un objet de conflit et une manière de comprendre les nouvelles personnes qu'on rencontre avant de leur avoir parlé en fait. Donc on ne devrait pas se mettre des idées en tête sur quelqu'un juste à cause de son âge ou de sa date de naissance. Et donc pour améliorer les rapports entre les générations, par rapport à ce que vous disiez, cette idée de rencontre, je trouve qu'effectivement c'est une très bonne idée. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'initiatives pour faire entrer la jeunesse en quelque sorte dans les maisons de retraite. Alors j'ai vu des initiatives où il s'agissait de mettre des crèches dans les maisons de retraite. Et ça, j'étais pas sûre d'être pour parce que je me suis dit que les personnes âgées n'avaient pas forcément envie d'entendre des enfants qui criaient autour d'elles, même si l'idée d'amener un petit peu de vie est sympa. Par contre, j'ai vu qu'il y avait aussi des logements étudiants qui étaient proposés dans certaines maisons de retraite gratuitement en l'échange du fait de s'occuper plusieurs heures par semaine des personnes âgées. Et ça, je trouvais ça déjà plus sympa parce qu'il y avait un vrai dialogue qui peut se nouer entre un jeune et des personnes âgées. Il va forcément
tisser des liens plus forts avec certaines d'entre elles, tout en s'occupant bien de tout le monde. Et là, justement, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a des points communs entre des individus au-delà de la génération à laquelle ils appartiennent. Donc, je trouve que ce genre d'initiative, ça peut être assez sympa. Alors, pour créer du lien entre les différentes générations, n'hésitez pas à parler de French baratin avec vos grands-parents qui ont appris un petit peu de français ou avec vos enfants, si vous en avez, qui commencent eux aussi à apprendre le français. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner sur Patreon à nos bonus. Donc on vous propose une transcription et des exercices, des petits jeux en plus du podcast. Et ça aussi, vous pourrez le faire entre plusieurs membres de différentes générations et échanger vos points de vue en français. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.